On va reprendre. Alors, vous avez pu le constater avec les deux tables rondes, on a évoqué tout un tas de choses et beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux peuvent renvoyer justement à ce thème attachement populaire au chemin de fer. Mais il faut aussi insister, reconnaître, prendre acte de la diversité des formes que peuvent prendre cet attachement. Parce que si alors effectivement, on peut tout rattacher à l'attachement, mais en même temps, ça contraint des fois à ne voir aussi que le sujet en termes d'augmentation de l'attachement, de baisse de l'attachement, et peut-être qu'on passe un peu aussi à côté de la diversité, du renouvellement des formes d'attachement. Et vous avez peut-être pu le voir donc, dans le programme, on l'a annoncé, on va vous passer une petite vidéo qu'on a réalisée et montée avec Romain Sanchez, ici, présent, et qui du coup... L'idée, en fait, est de partager avec vous une partie des entretiens qu'on a pu mener donc, dans cette phase exploratoire sur l'attachement. Donc, certains ont pu être filmés et vous en avez ici trois extraits. L'idée, donc, voilà, de prendre encore une fois acte de la diversité, non seulement des personnes qui peuvent être spontanément se réclamer, se dire attachées au chemin de fer, et en même temps, la diversité des formes que peut prendre cet attachement. Donc voilà, la vidéo fait un petit quart d'heure. Les vieux postes, ils ferment de manière accélérée actuellement. Ça tombe comme des mouches. Il en resterait toujours dans les petites lignes, sur les triages, tous les trucs où il y a tellement peu de trafic qu'on ne mettra jamais un poil d'argent pour moderniser, qu'on n'a pas besoin. Mais dans des tas d'endroits, ça va fermer. Sur toutes les lignes principales, ça va fermer. Donc c'est vrai que c'est en ce moment qu'il faut sauver des postes d'aiguillage. Il aurait même fallu commencer il y a 15-20 ans, à vrai dire. Il suffit de lire le livre Patrimoine ferroviaire de la SNCF, un truc comme ça. Patrimoine de la SNCF, qui est un bouquin qui doit avoir 20 ans. Mais au niveau poste d'aiguillage, tous ceux qui sont en photo, c'est la rubrique nécro, quoi. C'est déprimant. Et tu as des très jolies choses qui sont parties alors qu'elles auraient jamais dû être démolies. Tu prends par exemple le poste de Deauville-Trouville. C'était un poste d'aiguillage qui avait une architecture régionaliste d'après-guerre, un truc superbe. Et en plus, le poste, techniquement, il était intéressant. Donc autant la cabine, elle était super sympa, autant le poste, il était super intéressant. Et en fait, ici, donc, le poste ferme en 2016, et le hasard des calendriers a fait que ça s'est plutôt bien passé. Et moi, début 2017, j'ai cherché à quitter le travail ancien qui m'employait, donc en tant qu'architecte du patrimoine. Je voulais me rapprocher un peu du chemin de fer, autant que faire se peut, au regard de ma formation d'architecte du patrimoine. Et donc, je suis rentré chez Rail Histoire en tant que stagiaire, parce qu'ils cherchaient un architecte à Lyon pour m'occuper du poste d'aiguillage de Lyon-Perrache. Ça s'est fait, c'était une affaire, c'était un beau hasard. C'était juste un beau hasard. Et donc, on a présenté à Réseau un scénario principal qui était de en fait, remettre en service le poste d'aiguillage qui avait été laissé en l'état. Simplement, il avait été coupé de son environnement. Mais les installations intérieures avaient été laissées en état et donc pouvaient être a priori remises en service. Le problème du patrimoine industriel, c'est qu'un patrimoine industriel qui ne fonctionne pas a un intérêt, somme toute, relativement limité. En tout cas, beaucoup plus limité que s'il était fonctionnel. Donc, étant donné que là, ça semblait possible, on a proposé à Réseau de le remettre en service. Donc ça, c'était en 2018, et Réseau a accepté. L'idée, c'est de créer un logiciel informatique qui est branché sur les installations techniques pour leur faire croire qu'il y a encore des trains qui circulent. L'objectif étant ensuite d'ouvrir le bâtiment au grand public, et donc de leur présenter un poste d'aiguillage entre guillemets fonctionnel, et donc de leur présenter un univers qui est complètement méconnu. On est ensuite allé voir Réseau pour leur demander un petit peu d'argent pour ce projet. Donc Réseau a accepté, effectivement ils nous ont financé, ça a pris un petit peu de temps. Et puis ensuite ça a été assez vite. On reconstruit toutes les conditions de sécurité. Donc il faut expliquer tout le fonctionnement du poste. Donc ça c'était un sacré travail. Donc on a fait des charges, puis après on est allé consulter différentes entreprises pour avoir des prix.
On valide l'appel d'offres, on prend une entreprise, on réalise des prototypes, ça c'était il y a 2 ans. Donc on a mis le tableau de contrôle optique pour la première fois sous tension il y a à peu près 2 ans. On voit les prototypes, on étend la simulation à l'ensemble du logiciel, à l'ensemble du public, etc., etc., etc. Et là actuellement on en est au déverminage. On teste le logiciel. C'est pas que du patrimoine technique, c'est aussi du patrimoine beaucoup immatériel. On fait un effort, où on va porter un effort en l'occurrence sur tout ce qui est savoir-faire, sur tout ce qui est vocabulaire, jargon, puisque c'est un métier très jargonnant, etc. Donc effectivement, l'idée c'est de préserver un peu de cet univers des aiguilleurs, qui est un univers qui bouge énormément actuellement du fait des programmes de commande centralisée. Les postes informatiques n'étant pas du tout comme tous les postes anciens finalement, où il y a souvent des grands leviers, des manettes, des boutons. Donc tout ce qui est geste métier est en train de changer à grande vitesse. À 14 ans, je voulais être architecte du patrimoine. Ah ouais. Ouais. Donc ça, c'est un bol que j'ai, c'est que j'ai toujours voulu faire ça. Après, tu sais, je suis né dans les châteaux de la Loire, hein, donc ça m'a marqué. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret, ça m'a plu. Donc je voulais faire surtout des châteaux, Renaissance, tout ça. Et puis en vieillissant, je me suis mis à aimer le patrimoine industriel, beaucoup aussi. Et les trains, après, ça a toujours été une trame de fond. Hein. Mais finalement, les trains, ça a commencé assez tard pour moi, puisque j'ai commencé à être bénévole dans une association de chemin de fer touristique en 2014, juste après mes études. Donc j'avais déjà 24 ans. Et des gens à 14 ans, ils sont déjà dans le patrimoine ferroviaire jusqu'au bout. Voilà, moi j'ai fait un peu de modélisme quand j'étais petit, mais c'était du HO d'abord et puis du N ensuite. Moi j'ai toujours aimé les chemins de fer. J'ai toujours aimé les chemins de fer, mais j'ai pas forcément des souvenirs avec les chemins de fer, c'est quoi? Ça va te faire rire. C'est un peu morbide. C'est le camion de déménagement qui amène le réseau miniature que mon grand-père m'avait légué. Je devais avoir 5 ans, je pense. Je pense que ça a transmis la flamme, entre guillemets, parce que finalement, le modélisme, j'en fais pas du tout aujourd'hui et ça me manque pas. En fait, si tu veux, le mécanisme intellectuel derrière, moi, c'était plutôt pourquoi je m'embête à reconstituer des choses à l'échelle 1,91 ou 1,160, alors qu'en fait, j'ai accès à l'échelle 1, quoi. Ouais. En fait, plutôt que de reconstituer des ambiances que j'ai peur de voir disparaître, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de modélisme qui agissent là-dedans, en fait, il faut plutôt essayer de se battre pour préserver ces ambiances-là avant qu'elles disparaissent. Le projet, il remonte à très longtemps. En fait, comment un projet est né, il est toujours en vous. En fait, s'il y a une graine qui est semée, qui vient de je ne sais où à un moment donné, et puis il y a des éléments qui font que la graine prend. Moi, pour ce qui me concerne, donc depuis on va dire au moins 40 ans, c'est un projet qui sommeille en moi parce que j'aime cet univers ferroviaire. Bon, de manière générale, j'aime quand même aussi tout ce qui a trait à la nature, au naturel, les paysages, la géographie, l'histoire. On part sur la restitution d'une ligne ou d'une partie de la ligne, l'axe Paris-Toulouse, mais à partir de, on va dire, Brive-la-Gaillarde, on veut focuser à l'intérieur de ce musée sur toute la partie Périgord, Lot, on va dire la région du Lot-et-Garonne et du Périgord. Voilà. Mais avant de s'engager dans la construction du musée, on doit réunir une équipe pluridisciplinaire autour de nous. On aura certainement quelques retraités, peut-être des gens qui sont dans le métier en tant que professionnels, par exemple des maquettistes professionnels. On aura peut-être des membres de clubs qui sont salariés et qui viendront les week-ends pour travailler, etc., etc. Pour moi, c'est l'inconnu total. C'est ce qui est motivant, justement. C'est un peu cet inconnu. Si tout était gravé dans le marbre à l'avance, ça ne serait pas intéressant. Par exemple, toute la ligne Brive, Périgueux, Mussidan, d'une manière ou d'une autre,
elle a été filmée. On voit la tour de Vaisonne en sortant de Périgueux, on voit des choses en arrivant à Périgueux. Et moi, je me rappelle de ces fameux viaducs. J'ai trouvé ça un jour. Et alors après, effectivement, ça va de viaduc en tunnel, quand même. C'est ça. Il y a plein de tunnels. Il y a les ouvrages. Alors moi, j'en avais noté par là, vers Uzerche. Oui, tout à fait. Vers Uzerche, là, on est où? On est à Limoges. On va arriver à Limoges. Alors, Limoges, il y a un truc fabuleux à Limoges. Dans le hall de la gare de Limoges, tu lèves la tête et tu vois là 4 statues de femmes quasi nues qui représentent les compagnies de chemin de fer, le PO Midi, le chemin de fer de Saintonge, etc. Donc chacune de ces femmes quasi nues, sauf les femmes ne sont pas toutes nues à cette époque-là, on garde quand même un petit quelque chose. C'est vrai. Bon, voilà, donc en fait, c'est assez impressionnant et si je me rappelle bien, elles nous montrent leurs fesses. Pour la raison simple qu'elles sont tournées vers les points cardinaux. Donc là, ça c'est un truc... Et finalement, le réseau, la ligne ferroviaire n'est qu'un prétexte pour ouvrir sur une dimension aussi culturelle, sur la région, sur la restitution de la vie dans les années 50, 70, 80. Là, sur une période, on va dire, à peu près de 30 ans, où il s'est passé beaucoup de choses. C'est aussi le prétexte de parler un peu de la particularité de cette région, de ces régions, que moi j'ai découvert au cours de mon enfance. Quand j'étais enfant, puisque mes parents n'avaient pas de voiture, on voyageait qu'en train, et donc je me souviens très bien avoir pris des trains mixtes, donc à la fois marchandises et voyageurs, d'avoir emprunté des lignes secondaires, notamment dans la région de la Lozère, à des très hautes altitudes. Je trouvais ça magique, avec mon regard d'enfant, dans des paysages bucoliques extraordinaires. Tout ça, ça a disparu aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de lignes qui ont été fermées, d'abord au trafic voyageur, après au trafic marchandises, et qui ont été depuis déférées. J'ai travaillé chez NAFNAF donc, pendant une quinzaine d'années. C'était un job vachement passionnant, parce que bon, j'étais quand même numéro 2 de la boîte, et donc ce projet nouveau, où je serais totalement aux manettes en tant qu'entrepreneur, ça m'a plu, ça m'a botté. Et j'aime la difficulté, c'est construit comme ça, parce que quand les choses sont trop simples, ça ne me plaît pas. Alors je ne vais pas décrire toutes les difficultés que ça a représenté de devenir acquéreur et actionnaire d'une entreprise. C'est un long parcours de combattant. Et je me suis dit qu'il était temps aussi que je réalise mon premier projet, le tout initial. Et finalement, avec le recul, je me dis que c'est bien que je sois passé par cette période d'une dizaine d'années d'entrepreneuriat pur, parce que j'ai pu mesurer à quel point c'était compliqué. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est un atout pour le nouveau projet. Voilà, le projet du musée, puisque là, par contre, la dimension économique, de rentabilité, elle va être moins présente. C'est-à-dire que là, c'est mon argent personnel. C'est un peu comme un caprice. Je vais avoir moins de contraintes, je l'espère, sur le plan économique. Parce que c'est pas le fait de gagner de l'argent qui me motive aujourd'hui. Il arrive à un moment donné, on n'a plus énormément de besoins. C'est vraiment un projet plaisir, mais qui, quand même, sera un projet avec beaucoup de difficultés à surmonter. C'est moi. Pour alimenter votre voyage. Actuellement, il n'y a aucune attente en voiture bar. N'hésitez pas à nous rejoindre. Madame, monsieur, chers voyageurs, nous souhaitons très agréable voyage dans votre compagnie. Vous êtes combien en copain? 200. Ouais. Ça diminue comme. Ça diminue. C'est beaucoup de. Les gens âgés, ouais. Ouais. La pyramide des âges, elle est plutôt très haute que très basse. Je pense qu'il y a plus de jeunes. Donc, le fait qu'il y ait des gens qui viennent au fond documentaire, je pense que la pyramide des âges doit être plus jeune, pareil histoire qu'en Copain. Et toi, t'en as eu des petits trains? Ah oui. Ouais. Ouais, j'ai
J'ai encore à la maison, enfin, j'ai jamais eu de truc monté complet, mais. Ouais, t'as pas un endroit où t'entreposes? J'ai une vitrine, enfin, j'ai dans ma bibli, ouais, j'ai quelques locaux, et quelques voitures corail. Et ça, tu les as eues quand? Pendant que j'étais ado, puis même après, je n'ai jamais vraiment fait partie d'un club, mais j'ai toujours eu, quand j'étais gamin, je me montais le truc, j'en avais plein ma chambre, et maintenant c'est dans ma bibli. J'ai un rail avec quelques locaux, quelques voitures, notamment un bar corail. Sur l'étagère. Sur l'étagère. Bon, moi je pense que je devais aller au moins au salon du modélisme avec mon père, et peut-être à des expos, s'il voyait une expo, j'avais mon circuit de crâne depuis des photos quand j'étais gamin où je suis dans la salle avec mon circuit de crâne, et je devais avoir dans la salle dans le salon il y en a qui sont dans le circuit, je vois quand j'étais apprenti, le patron chez qui j'étais était aussi fan de modélisme. Lui, il faisait partie d'un club, il avait tout son grenier aménagé avec un circuit en HO. Avec des locaux, la caténaire posée. Ouais, vers 17 ans, je devais prendre le tram pour aller dans le sud rejoindre mes parents l'été sur le bassin. Donc, j'avais mon billet et puis je mettais 5 heures. C'était un des meilleurs temps. J'allais manger au grill. Le grill express. C'était dans la. Ouais, dans la. C'était une voiture, c'était pas un bar, c'était un self. Ah ouais. T'avais une voiture et comme un self-service, t'avais tes entrées, après t'avais tes plats, t'avais une cuisine où tu faisais ton entrepôt, ton truc. Et il y avait, parce qu'il y a un numéro complet qui a été fait par la revue des chemins de fer, qui a été écrit par Sylvain Delphine, l'ancien président du COBAC, qui est décédé en fin d'année. Gazeuse. Combien avec 2,70. Merci. Alors, voilà, quelques extraits avec cette vidéo d'entretien qu'on a pu mener. Donc, vous avez vu un architecte du patrimoine mobilisé par Rail et Histoire pour réhabiliter, remettre en service fictivement un poste d'aiguillage. Vous avez vu un entrepreneur du monde du textile qui construit un musée qui retrace l'histoire ou des histoires autour, qui jalonnent un axe ferroviaire. Puis vous avez vu un barista qui s'engage dans différentes associations ferroviaires, dont le COPEF. Alors, on n'a pas développé le sigle, je le dis, c'est le Cercle Ouest Parisien d'études ferroviaires. Je ne sais pas si ça vous éclaire plus. En tout cas, c'est une association qui organise des... mais peut-être pour ceux qui ne sont pas, connaisseurs. Très bien. J'imagine, il y a quelques membres. Alors, en tout cas, voilà, une association qui organise notamment des voyages autour ferroviaire, mais sur... D'accord, bon. OK. J'ai pu mener d'autres entretiens, par exemple avec un peintre, un ancien cheminot, qui organisait un prix spécialisé, un prix de peinture sur les objets ferroviaires, un cheminot syndiqué à la CGT, qui a entrepris, qui a été un petit peu au centre d'une mobilisation locale avec des habitants, des élus, pour maintenir la desserte d'une gare menacée par l'électrification et l'arrivée du TGV. J'ai aussi mené des entretiens avec des graffeurs qui passent l'essentiel de leur temps dans les espaces du ferroviaire. Ils connaissent par cœur les techniques, l'ensemble des supports sur lesquels ils peuvent peindre, et puis surtout qui ont spécialisé leur pratique artistique autour de ce support particulier.
Et puis, voilà, d'autres entretiens, je ne vais pas tous les citer. Ce que je veux dire ici, hein, c'est que ces entretiens exploratoires témoignent tous d'un attachement revendiqué au chemin de fer, mais surtout de la grande diversité de ces manifestations. Alors, comment parvenir à s'intéresser à tout ça et à essayer d'en faire des enquêtes, d'en faire un propos, en fait, hein, et de réfléchir à partir de tout ça. Le terme choisi par Francis, hein, donc au départ, attachement, pose évidemment question. Il permet d'insister et d'articuler plusieurs choses. Si on se fie à la définition qu'on peut trouver au premier sens, il renvoie à l'engagement et au sentiment qui lie et qui unit fortement à quelqu'un. Et puis, par exemple, le trésor de la langue française note 3 dimensions. Les liens de dépendance qui unissent une personne ou une collectivité à une autre personne, une autre collectivité à une fonction, à un inanimé concret, c'est-à-dire à des objets matériels, hein. Donc que ce soit par le dévouement, par une notion de service, de parenté, d'intérêt quelconque. Ce sont aussi des liens affectifs, évidemment, hein, dont on a beaucoup évoqué aujourd'hui, mais qui ne sont pas les seuls. Et puis, c'est aussi ce qui peut lier intellectuellement ou moralement à une personne, moralement une personne, une collectivité, à cette fois-ci un inanimé abstrait, c'est-à-dire à une idée, à quelque chose d'un peu moins matériel. Et donc, cela renvoie bien, il me semble, au propos d'ouverture de Francis tout à l'heure, puisque je pense que ces différents types de liens peuvent être appliqués à l'égard du chemin de fer. Et eux-mêmes, les chemins de fer, peuvent aussi bien renvoyer à un objet matériel qui donc comprenne l'ensemble des transports sur rail. On a évoqué tout à l'heure, à juste titre, le tramway aussi, hein, par exemple, mais aussi à des objets plus abstraits, justement, hein, comme un bien commun, un service public, une communauté d'acteurs, de travailleurs, de travailleuses, dont les frontières sont un petit peu mouvantes en fonction des périodes, en fonction aussi des représentations. Ça peut aussi renvoyer à des représentations, justement, et à une forme d'héritage, si on en croit aussi les différents témoignages qu'on a pu entendre. Donc, dans la démarche que j'ai pu mener, la démarche exploratoire, si on se détache immédiatement de l'objet chemin de fer, on constate que la notion d'attachement a intéressé comme ça quand même un certain nombre de travaux qui, tous, vont interroger justement particulièrement la dimension affective ou la familiarité, la proximité dans les processus d'engagement qui sont à la base des liens sociaux. Alors, je ne vais pas revenir là sur tous les travaux que j'ai pu aborder, mais peut-être mentionner par exemple les travaux de Bruno Latour qui s'intéresse justement, qui insiste sur le rôle social et politique des non-humains. Pour l'ethnologue André Micou, ce sont les attaches qui fondent les communautés, notamment les attaches à un environnement biophysique. Et là encore, dans la discussion, il y a un parallèle qui est revenu plusieurs fois avec les attachements territoriaux. Je pense que c'est quelque chose qui a son importance. On pourrait citer encore le sociologue Laurent Thévenot, qui cherche à comprendre la place des objets et des choses dans l'action et l'engagement. Et lui, cette fois-ci, il l'associe plutôt à des rapports de dépendance des individus. Alors, c'est aussi une perspective que moi, j'ai trouvée dans des travaux qui prennent le lieu comme objet d'attachement. Et je pense notamment à des travaux d'une géographe, Léa Sébastien, qui s'intéresse à la façon dont ces formes d'attachement diverses peuvent ou non donner lieu à des engagements politiques, en l'occurrence. L'attachement au lieu peut effectivement être un support qui suscite l'accumulation de connaissances, de savoir-faire, la constitution de collectifs et le partage d'expériences, et qui peuvent se combiner justement avec l'élaboration de grilles de lecture sur ce qui pose problème ou non, de grilles de lecture sur le monde de manière plus globale, en tout cas sur un environnement bien plus global que ce que peut dessiner au départ la seule pratique de l'attachement, initialement en tout cas à l'échelle individuelle. Et donc, ces travaux ont en commun un petit peu de relégitimité, ils participent, ils rejoignent certains travaux de sciences politiques avec lesquels moi je suis plus familier, qui traitent de la socialisation politique justement. Ils ont participé à une redécouverte et à une relégitimation
de la proximité et du proche dans les phénomènes politiques, puisque justement, ce que je mentionnais tout à l'heure, donc le bien commun, l'intérêt général, sont des constructions sociales qui prennent justement racine et qui prennent corps dans des expériences plus localisées. Et donc, ces travaux mettent bien en relief ces dimensions spatiales, matérielles, des relations sociales qui font les groupes. Alors, une partie des manifestations de l'attachement qu'on a pu observer se rejoignent justement dans la mesure où elles participent, à partir justement de manifestations localisées, à construire le chemin de fer comme un bien commun. Alors pour moi, politiste, évidemment, c'est une question qui m'intéresse particulièrement, même si elle n'épuise pas, évidemment, la question de l'attachement populaire. Et aussi, je te laisserai, Nancy, dire 2 mots sur la façon dont tu peux aussi entendre la question. Mais parmi les principaux éléments qui ressortent des entretiens que j'ai pu réaliser, il y a cette diversité d'expressions hein, sur laquelle j'ai déjà insisté. Et puis, il y a aussi ces réactions enregistrées qui sont revenues aujourd'hui dans la discussion sur le détachement. L'attachement au chemin de fer serait, en croire certains discours, sur une pente descendante. Et ce discours rejoint le tableau, parfois plus généralement évoqué et qu'on retrouve en dehors du chemin de fer, sur la société dans son ensemble, sur une montée de l'individualisme, sur le délitement social, ce qu'on a appelé le délitement social et qu'on pourrait apprécier de multiples manières, à travers le désengagement associatif, à travers la montée de l'abstention au cours d'élections, bref, qui dépasse cet objet qui est le chemin de fer. Et ce qui est intéressant dans les travaux que je viens de citer, c'est qu'en en focalisant l'attention sur les formes d'attachement, mais justement, on décale un peu le regard et ça permet de déconstruire en partie ces représentations à l'égard du renouvellement, en insistant sur les formes de renouvellement de l'engagement. Reste qu'il semble effectivement indispensable de prendre à bras-le-corps des évolutions qui affectent plus globalement la socialisation au chemin de fer. Je me tourne vers Georges Ribel parce que c'est un peu le sens aussi de son intervention tout à l'heure. En sociologie, donc je parle de socialisation au chemin de fer. En sociologie, on entend par là, enfin la socialisation, l'ensemble des processus par lesquels l'individu est construit par la société globale et locale dans laquelle il vit, processus au cours desquels l'individu acquiert, apprend, intériorise, incorpore, intègre des façons de faire, des façons de penser, des façons d'être aussi, qui sont situées socialement. Et donc, on a affaire à des processus aussi qui concernent les individus, qu'on peut observer au niveau individuel, et puis qui renvoient à des mécanismes aussi un peu plus globaux. On peut être socialisé à quelque chose et par quelque chose. Autrement dit, ce qui est intéressant, et notamment avec cet axe, c'est qu'on peut tenir ensemble, ce qui amène un individu à une pratique, à nouer par exemple un lien particulier avec le chemin de fer, mais c'est aussi d'interroger ce que génère ce lien, cette pratique particulière et ce lien particulier vis-à-vis du chemin de fer, ce qui génère aussi en retour sur la pratique de l'individu, y compris vis-à-vis d'autres sujets que le chemin de fer. Donc la socialisation au chemin de fer, elle peut donc s'opérer de multiples manières. On a évoqué ça, donc depuis simplement l'usage d'un mode de transport, jusqu'au voyage touristique, de loisirs, en passant par le jeu, enfant ou un peu moins enfant, notamment à partir du jouet, qui est, je mets des guillemets bien sûr derrière, le petit train, en passant par le monde du travail ferroviaire, évidemment, qui, rappelons-le, ça a été fait, a touché une partie significative historiquement aussi de la population. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est concerné, quels sont les individus qui sont ainsi socialisés à ce rapport-là au chemin de fer. Et donc, quelles sont les évolutions qu'on peut observer à cet égard? Puisque notamment, alors je l'ai entendu tout à l'heure, malgré les discours qu'on a, y compris sur ce mode de transport, ces modes de transport que sont les chemins de fer, et sur leurs caractéristiques moins polluantes, par exemple, ou j'ai entendu plus économiques tout à l'heure, eh bien, on est quand même, je veux dire, sur des évolutions assez... sur lesquelles on est obligé quand même de prendre acte et de regarder les effets que ça peut avoir. J'entends par là l'évolution de l'usage du chemin de fer. Je ne suis pas hyper convaincu par le fait de dire que c'est
transport le plus économique aujourd'hui, même si, selon les espaces, si on se passe en Île-de-France, par exemple, beaucoup d'usagers des transports en commun utilisent le chemin de fer. Hein. De fait, c'est beaucoup moins vrai en dehors de l'Île-de-France. Et le chemin de fer, l'évolution des parts modales a enregistré, je pense à une thèse, celle d'Aurélien Bigot, par exemple, et montre que le chemin de fer décroît à partir du moment où c'est plus économique de faire un long trajet avec une voiture dès lors qu'on est 2 personnes. Et je crois qu'on est toujours un peu sur cette équation-là. Moi, j'ai voulu prendre mes billets pour rentrer chez moi à Lyon pendant les vacances de Noël. Et ben, à partir de 2 personnes, c'est moins cher de le faire en voiture. Donc, ça n'a pas le même coût pour la collectivité, j'entends bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on revient à ces évolutions un peu plus massives, on est effectivement de fait, alors, il y a sans doute des choses à rechercher encore de ce point de vue-là, mais je pense qu'on est moins socialisé déjà à l'usage, en tout cas, de certains chemins de fer, en dehors des transports urbains qu'on peut utiliser plus quotidiennement si on a des réseaux accessibles, bien évidemment. Alors, voilà, ces terrains d'enquête restent assez vastes. Moi, j'avais proposé à l'issue de ce travail exploratoire de les regrouper, enfin, de faire un premier regroupement autour de 3 ensembles, hein, mais c'est quelque chose que je vais très rapidement évoquer, mais qui peut évoluer. Donc, ces 3 ensembles, c'était un premier ensemble qui insiste sur les formes d'appropriation culturelle hein, dont peut faire l'objet le chemin de fer. Et donc je laisserai peut-être alors Nancy ou directement Louis Baldasseroni, que je n'ai pas présenté, mais qui pourra dire un mot sur la deuxième séance de ce séminaire et qui concernera plus la question de patrimonialisation. Voilà, donc ça, c'est un premier ensemble. Hein. Il s'agit donc de comprendre hein, les modes d'appropriation culturelle, mais aussi de s'intéresser à la façon dont ces modes d'appropriation culturelle du monde ferroviaire peuvent être encouragés, peuvent être incités et peuvent être parfois moins incités, plus réprimés. Un deuxième ensemble qui s'intéresse plutôt à l'accueil, enfin, qui reprend un petit peu l'intuition initiale enfin, derrière cet axe qui portait à la base uniquement sur, enfin, de manière plus resserrée sur l'accueil et le deuil du rail, et qui permet de s'intéresser un petit peu aux mobilisations autour du déploiement du chemin de fer, hein, que ce soit en termes d'infrastructure voilà, ou de services. Donc, il s'agit de s'intéresser aux mobilisations et à l'engagement en la faveur ou en la défaveur de ces services et infrastructures, autour d'objets très concrets, autour de mobilisations éventuellement plus localisées, sur des périodes plus ou moins étendues et sur des périodes plus ou moins anciennes également. Et puis un dernier sous-ensemble qui, je pense, permettait aussi, enfin, avait sens hein, d'être traité de manière un petit peu cohérente, même si chacun de ces sous-ensembles peuvent évidemment se recouper, c'est l'engagement par le chemin de fer, en s'intéressant aux mutations hein, du monde du travail ferroviaire. Donc les évolutions récentes du monde du travail cheminot hein, qui mettent évidemment à l'épreuve l'idée d'une communauté de travailleurs intégrés. Et donc, il y a là toute une étude à mener aussi hein, sur les sociabilités de ces travailleurs, ces travailleuses qui, par-delà les mécanismes qui tendent à les invisibiliser, ont toujours une visibilité et le monde du travail ferroviaire est toujours un milieu dans lequel persistent à se déployer des formes de mobilisation diverses et une construction aussi de ce que peut être le bien commun, l'intérêt général. Donc voilà, pour ma part, je vais te laisser la parole, Nancy. Presque sans transition. Vous comprendrez que la phase exploratoire a commencé, mais elle continue de commencer presque, on pourrait dire. Tellement le sujet est vaste, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, on pourrait le prendre par différents angles qu'on irait vers des formes de vérité, quel que soit le chemin. Si on me pose la question à moi de l'attachement populaire au chemin de fer, sans être spécialiste, sans être cheminote, sans être issue de famille cheminote, voilà, j'aurais quand même mon histoire. Merci Wilfried pour l'expression du petit train dans la tête. J'en ai un. Non, mais j'ai mon histoire, j'ai mon souvenir, j'en ai même plusieurs en fait. Donc j'imagine que c'est le cas pour tout le monde. Et voilà, donc j'aurai une réponse. Mais pour autant, je ne sais toujours pas ce qu'est l'attachement populaire au chemin de fer en particulier. Et donc la phase exploratoire va continuer vraiment sur cette piste-là.
à travers les personnes qui sont ici, celles qui seront prêtes à partager leur petit train dans la tête, mais pas seulement. Mais c'est ça, c'est vraiment d'aller chercher auprès de chacun, chacune. Évidemment, je parle d'individus, mais ça pourrait être aussi des groupes. Et comme on l'a vu, il y a évidemment des allers-retours entre l'individuel et le collectif, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de l'usage, au niveau de l'histoire. Enfin voilà. Donc en fait, tout est ouvert. Donc toutes les personnes ici qui auront envie d'être concrètement, ce sera encore des entretiens. Pas forcément filmés comme cela, mais ce sera un peu la même chose, c'est-à-dire c'est se raconter. Donc je disais pour les personnes présentes qui ont le souhait et en même temps l'envie de se raconter, ça sera possible. Toujours est-il qu'il faut avoir conscience que malgré la richesse, il faudra bien resserrer. C'est aussi le travail de la recherche. À un moment donné, c'est de pouvoir revenir à quelque chose une question justement de recherche qui pourra venir répondre quand même à certaines questions. Donc, choisir des axes, ça voudra dire faire des choix et pas forcément voir toutes les personnes qui le souhaitent pour autant, en tout cas pas tout de suite. Voilà, il sera possible de redistribuer. L'idée, ce sera quand même de préciser des axes de recherche à partir de thématiques et de resserrer et pourquoi pas de proposer des thèmes de recherche à des personnes en dehors de cet axe-là, précisément. Voilà, donc tout ça pour dire que je suis contente et ravie de rejoindre l'équipe Francis Bossir et d'aller investir à la fois des rencontres et de poursuivre ce travail de recherche autour de cette riche question. Voilà. On peut effectivement ouvrir de nouveau la parole de votre côté. Voilà, 5 minutes. Je ne sais pas si... Bon, je viens à vous. Je vous donne... OK. Merci. Il y avait longtemps que je voulais prendre la parole. Je trouve extrêmement positif ce qui est en train de se faire. Moi, pour ma part, je ne maîtrise comme langue étrangère que l'anglais, alors je me contente de regarder une revue qui s'appelle Heritage Railways. Et elle est pleine de propositions intéressantes, notamment là-dedans, les différentes associations se parlent beaucoup entre elles et réfléchissent ensemble à des solutions de tous ordres, y compris comment intéresser les gens au chemin de fer, comment faire participer les enfants et les découvertes. Et je pense qu'on a intérêt à continuer ça. Alors, il y a un problème, c'est vrai que l'attachement au chemin de fer, c'est un grand lac, un grand fleuve, un grand tout ce que vous voudrez. Alors, c'est d'autant plus complexe qu'il y a une infinité de manières d'exprimer, de témoigner son attachement. Alors moi, par exemple, je fais du modélisme. Vous vous rendez compte, il y a différentes échelles de réduction et il y a même des gens qui se font leur propre écartement parce que ceux du commerce ne leur conviennent pas. C'est un peu comme les mots croisés. Ça devient intéressant quand c'est compliqué. Vous allez voir ça. Alors, je passe au deuxième point et je finirai comme ça mon intervention. Je pratique le modélisme au sous-sol de la gare de l'Est à l'AFAC, l'Association française des amis du chemin de fer. Et en plus, c'est un réseau qui concerne les chemins de fer secondaires et les tramways. C'est un peu bizarre. Et un jour, il y a une dame avec une robe noire qui m'accoste, qui fait « Je suis mezzo-soprano ». Je dis « Hein ?» Et en fait, elle a collationné 90 chansons sur le thème du chemin de fer. Je lui ai fait rencontrer d'ailleurs Royal Histoire. Et ça a dû être collationné. Ça n'est pas exploité, c'est dommage. On pourrait peut-être voir ce que ça pourrait donner. Et je passe au deuxième sous-point sur l'exposition de Saint-Germain-en-Laye. Et je suis allé avec mon ami Armand Gorintin, qui est amateur comme moi, qui vient d'adhérer d'ailleurs à Royal Histoire, à Youpi. Et on a visité l'exposition, c'est nous qui avons pris le temps pour le faire, et on est tombé sur le spectacle théâtral qui a été organisé par la ville. Et c'est merveilleux. Allez le voir si vous ne l'avez pas encore fait, à moins que ça soit déjà terminé, je ne sais plus. Et tant mieux, parce que c'est un vaudeville sur l'arrivée du chemin de fer à Saint-Germain-en-Laye
de la ligne expérimentale des PRR en 1837. Et on voit flamber le prix de l'immobilier, augmenter le prix des consommations dans les débits de boissons, etc., etc. Des thèmes qui sont extrêmement actuels. C'est aussi ça l'attachement au chemin de fer. On n'a pas fini d'explorer toutes les voies. Et après, j'espère que les sociologues vont se régaler. Ah, une dernière en bas de page, j'ai terminé, c'est promis. Il y a une enquête, je crois que c'était dans l'Oco-Revue, je ne suis pas sûr. Où est-ce que, dans quelle profession on a le plus de chances de trouver un train miniature à la maison? Et ben, la réponse, c'est chez les médecins. Après, qui voudra poser une question? Là, dosage 2, 3, 4. Et après, ce sera fini. Patrick Delvert, donc je suis retraité des ouvrages d'art, du service des ouvrages d'art à SNCF. Et alors, ce que je viens d'entendre par Antoine m'a un peu énervé, c'est pour ça que je prends la parole. Comparer le voyage en train avec une voiture avec 2 personnes, c'est un peu comparer faire la cuisine chez soi ou aller au restaurant. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont travaillé pour vous emmener quelque part, qui vous invitent, qui vous empêchent de prendre la voiture et d'avoir un accident. Vous savez, hein, quand vous prenez l'autoroute, vous avez toujours l'accident à tel kilomètre avec, entre le camion qui n'est pas sur la voie ferrée, évidemment. Hein, le transport n'est pas sur la voie ferrée. Ça, c'est les politiques publiques. C'est ce qu'avait dit le monsieur tout à l'heure. Politiques publiques qui ont détruit le maillage ferroviaire dans la situation où on est maintenant. Et passer de 500 000 cheminots à 130 000 si on compte tous les... Plus et tous, mais par contre, les sous-traitants, eux, se gavent. Donc ensuite, l'attachement au effet populaire à SNCF, c'est au service public. Ce n'est pas au privé, pour moi. Je suis 5e génération de cheminots, donc je pourrais aussi parler dans votre étude. Et puis, on ne parle pas non plus des démissions cachées. Les démissions à la SNCF, ce matin, j'ai fait une diffusion syndicale, puisque je suis aussi ancien délégué du personnel. Les démissions, je ne sais pas s'il y a des gens de la SNCF, RH ici. J'aimerais bien savoir combien il y a de démissions actuellement. Et des cheminots qui sont attachés à la SNCF. Ouais, 1%, oui. Ouais. Alors là aussi, je continue. Les 3 intervenants cheminots sont conducteurs. Moi, j'ai fait un peu de conduite quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant. Je sais ce que c'est comme travail. Et bon, je félicite Cassandra pour avoir trouvé des points positifs, parce que moi, j'ai arrêté d'être conducteur, parce que je sais ce que c'est que les travails en décalé. Donc voilà. Et alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a le coût de la voiture à 2 personnes pour le train, à comparer au train, c'est parce qu'on a un empoisonnement populaire routier. Vous êtes encore un peu trop jeune, vous êtes trop jeune pour, mais la plupart des gens ici savent que les routiers sont sympas. On a fait une publicité sur les grandes radios sur les routiers sont sympas. Oui, mais alors, par contre, les cheminots bashing. Voilà où on en est. C'est pour ça que vous prenez la voiture pour 2 personnes et vous ne prenez pas de train. Voilà. Et il y a peut-être aussi un problème d'argent. Parce que c'est vrai que le train devrait être moins cher, parce qu'il devrait être payé par l'État, par nos impôts, plus qu'il l'est actuellement. Merci de m'avoir écouté. Bien, je pense qu'il va falloir qu'on... Ça fait 2 questions encore? 2 questions. Et alors après, des questions, s'il vous plaît, courtes, avant qu'on se fasse chasser de cette salle, car nous devons goûter avant de partir. Oui, bonjour. Ce n'est pas des questions que je veux
je veux poser, mais plutôt ouvrir une réflexion entre deux mots que vous avez dit, entre d'une part attachement et l'autre qui est engagement. Alors, on ne peut pas comparer l'engagement et l'attachement d'un cheminot à son travail à celui de l'usager, par exemple. Alors, ma question, j'en ai une quand même, c'est comment dans votre recherche, vous pouvez rendre acteurs ceux qui, ceux qui vivent l'expérience des voyages, chaque jour ou de temps en temps. C'est une question qui me semble importante parce que quand on prend le train, eh bien, on s'assoit et puis passivement, on se laisse transporter. Tandis qu'on pourrait peut-être, pendant cette expérience de voyage, faire partager ce que vit le cheminot, par exemple, à travers le voyage, à travers les rails qu'il voit, ou bien même les régions qu'on traverse, ne serait-ce que même dans la banlieue parisienne. Eh bien, c'est cette partie de passivité qu'il faudrait pouvoir transformer parce que le contraire de cet engagement, c'est ces voyageurs qui se permettent de provoquer des fois des incidents pour des petites choses ou même dégrader le matériel. Voilà. Je peux répondre, parce que justement, je fais souvent en ce moment des trades sur ça, parce que le monsieur a raison, et pour rebondir sur le collègue, l'attachement et l'engagement. Moi, je suis rentré dans ce métier parce que j'étais fils cheminot, mais pas seulement, parce qu'à un moment donné, j'ai été passionné aussi par mon métier. C'est-à-dire que j'ai choisi de devenir conducteur de train, j'étais attaché à ce métier, j'ai choisi de le faire, donc j'ai un attachement. Mais il est vrai, donc je disais qu'effectivement, la plupart des Français qui nous suivent sur les réseaux sociaux sont très attachés au train. Malheureusement, en interne, ça devient compliqué. Parce que on est passé, je ne sais pas comment trop l'exprimer, mais on va dire que le Covid n'a fait qu'accélérer un phénomène qui était, on va dire, sous-jacent à la SNCF. Le collègue parlait d'émissions, effectivement, on a eu des chiffres en interne. Il est très faible, le taux d'émissions à la SNCF, par rapport aux entreprises du CAC 40. Effectivement, le Covid a remis en jeu plein de métiers, et ce qui fait que à la SNCF, il y a des démissions. Alors, on part de zéro. Personne démissionnait à la SNCF. Autrefois, personne quittait la boîte. On était à la SNCF, on y restait. Alors effectivement, quand maintenant on a grosso modo 1% de démission, ben, ça fait un foin pas possible parce qu'on a l'impression qu'il y en a plein. Mais c'est 1%. Alors que d'autres entreprises du CAC 40 sont actuellement à des taux de 5% de démission. Ce qui est... Il ne faut pas oublier que chaque fois que vous avez un mec qui démissionne, si c'est un jeune par exemple, vous l'avez formé, parce qu'un cheminot par définition, il n'apprend pas son boulot à l'école. On le forme, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, et si le mec il se barre, ben, ça coûte pour l'entreprise. Donc, on a tout intérêt à les garder. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'une entreprise qui était très syndiquée, avec, on va dire, une certaine colère sous-jacente qui faisait que dès qu'il y avait une grève, ça partait. Aujourd'hui, moi, je suis en cabine, je vois plein de cheminots, je parcours toute la France. On est vraiment passé dans le dépit, dans pas le déni, mais c'est plus de la colère, c'est de la... Voilà, exactement. Voilà, excusez-moi, je ne trouvais pas le mot. Et ça devient très compliqué parce qu'il y a à la fois, il faut changer ça, hein, il faudrait trouver la solution pour, mais actuellement, on n'a pas les politiques pour. Il faut changer cette résignation parce qu'elle provoque des démissions, mais elle provoque aussi ce que j'appelle une démission cachée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le premier, hein, je fais plus que mon travail. C'est-à-dire que si je suis en voyageur et qu'un collègue tombe en panne, j'y vais. Je ne reste pas le cul assis sur la chaise. Voilà, je vois un collègue qui a une difficulté, je vais l'aider. Et je ne compte pas mes heures. Si je dois terminer en retard, je terminerai en retard. Sauf qu'aujourd'hui, c'est fini. Enfin, je vais vous dire, aujourd'hui, et ce n'est pas une question d'âge, de sexe et tout ça, hein, c'est toutes les classes, tous les métiers. Le cheminot va faire le boulot pour lequel on lui a demandé de faire. Il ne fera pas plus. Sauf que la boîte a toujours tourné sur le petit plus. Et ça je veux dire, on a un nouveau président, Monsieur Farandou, voilà, c'est mon avis personnel, il est très bien. Il a un chantier énorme. L'ancien président, excusez-moi, n'a pas fait du bon travail. Je pèse mes mots. Et le nouveau président a un chantier phénoménal à rattraper qui ne sera pas forcément que d'augmenter les salaires des cheminots. Parce qu'il y a un sujet sur le statut qui a disparu, il y a un sujet sur les salaires qui sont très faibles à la SNCF, mais il n'y a pas que ça. Il y a cette perte excusez-moi, vous disiez donc d'attachement.
et les deux mots que vous disiez, attachement et engagement. Voilà. L'attachement peut rester, mais l'engagement disparaît et ça devient franchement problématique. Oui. Le Covid a changé, mais oui. Je vais me permettre juste de vous laisser débattre de ça, enfin de discuter de ça après, pour qu'on puisse finir. Non, mais parce que qu'on puisse distribuer encore un peu la parole. Merci Wilfried. Merci beaucoup. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il est absolument indispensable de restaurer l'image du train. Alors, je dirais deux choses. D'abord, il faut éviter, d'après ce que j'ai entendu, il faut éviter de rester dans le logiciel technique où le présent amnésie le passé et l'avenir amnésiera le présent. Et ça s'écrase. Ce n'est pas vrai. Il faut absolument que le train actuel est l'héritier du train du passé. Et je pense qu'il faut absolument... il n'y a pas d'exclusivité, je dirais. Hein, on est dans une histoire, et donc l'histoire, eh bien, il y a eu plusieurs phases, et je pense qu'elles doivent toutes être mises en valeur. Et pour le moment, je vois toujours une certaine brisure dans l'histoire ferroviaire. Quand on remonte un petit peu le temps, on trouve de moins en moins de gens qui y connaissent quelque chose. Deuxièmement, moi j'habite à côté du tramway 3A. J'étais là donc au moment où on a remis le tramway à Paris. Alors j'étais très content, comme j'aime les trains, j'étais très content. Je suis allé prendre le tramway pour la première fois à Paris. Et à côté de moi, le tramway est rentré en station, et à côté de moi, il y a une dame qui a dit « Qu'est-ce que ça fait pays de l'Est tout de même ?» Voilà. Alors voilà. Alors je me suis retourné, je lui ai dit Madame, dans une vie antérieure professionnelle, j'ai travaillé à Genève. Alors, si vous allez par là, Genève, c'est à l'est de Paris, mais ce n'est pas franchement une ville de pauvres. Bon, et ce n'est pas franchement une ville des pays de l'Est. Et pour moi, ça, c'était extrêmement révélateur, sans compter que nous vivons dans une société où l'intérêt public, l'intérêt général, a petit à petit cédé la place à l'intérêt individuel. Et le train, c'est quand même un transport public et c'est toute sa noblesse. Merci. Merci. Donc, je vais passer la parole pour finir les interventions de la salle à Philippe Montejolle. Louis Baldasseroni vous informera sur la prochaine séance qui sera vraiment la première séance du séminaire, qui fera la conclusion, et Francis conclura pour vous donner des perspectives à plus long terme. Faire très vite. En fait, je voulais revenir sur la méthodo et sur ce qu'on allait faire après. Donc, c'est une démarche qui m'intéresse, ça c'est clair. Je pense qu'il serait bien de pouvoir avoir, pour les gens qui vont s'impliquer maintenant dans la suite, peut-être une étape d'approfondissement de la méthodo. Par exemple, je partage une partie de ce qu'a dit Antoine dans son exposé des axes, mais peut-être pas tout. Et puis, sur ce qu'a dit Nancy, qui me paraît effectivement fondamental, c'est-à-dire de travailler sur des terrains. Je pense qu'on aurait une phase intéressante qui serait de cadrer un peu quels sont les terrains et quels sont les domaines sur lesquels il faut investir. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et je voulais vous remercier encore pour cette excellente séance. Merci. Merci Philippe. Donc, quelques mots de Louis Baldasseroni, qui est maître de conférence à l'Université de Nîmes et qui, avec ses étudiants, va proposer un prochain séminaire autour de cette thématique de la tâche. Merci beaucoup. Si en plus tu me présentes, Cécile, j'ai plus grand-chose à dire. C'est bien pouvoir aller beaucoup plus vite au goûter. Voilà. Donc Louis Baldasseroni, je suis historien des mobilités et maître de conférence à Nîmes. Et surtout, je suis directeur du master Histoire vivante, dans lequel on s'occupe de réfléchir aux transmissions et à la valorisation de l'histoire auprès du grand public. Et du coup, cette année, je fais travailler mes étudiants sur l'organisation d'un séminaire autour des enjeux du train et de sa transmission
Donc, c'est pour ça qu'on en a discuté avec Antoine. Ça rentre assez bien dans les objectifs de ce nouvel axe, notamment dans l'axe 1 qu'il a développé. Et donc, je vous donne rendez-vous le jeudi 16 février 2023, la date est arrêtée, pour un séminaire patrimonialisation ferroviaire à Nîmes et qui sera retransmis en direct, visio, Zoom ou pas, ça on n'est pas encore tout à fait fixé. Le programme est en cours puisqu'on n'a pas encore la réponse de tous les intervenants. C'est pour ça que je n'ai pas une belle affiche avec des trucs définitifs à vous donner. Ce qui est fixé déjà, c'est le thème. On va réfléchir à l'objet train et sa patrimonialisation, les enjeux en termes de mythes qu'il charrie et aussi ce qu'il cache. Le séminaire s'intitulera peut-être « Un train patrimonialisé peut en cacher un autre ?» Allez savoir, c'est les étudiants qui choisissent. En tout cas, pour ce qui est sûr de ce qu'on aura dedans, on parlera Orient Express avec Arthur Mettetal, que Rail et Histoire connaît plutôt bien. On parlera également valorisation des trains dans les musées avec des gens de la Cité du Train de Mulhouse. Et puis, on parlera aussi train touristique avec des invités, pour l'instant mystère, mais qu'on ne tardera pas à vous révéler. Donc, vous pouvez d'ores et déjà noter la date du 16 février dans vos agendas, probablement l'après-midi. Et puis, on vous en dira un petit peu plus par les canaux habituels de Rail et Histoire d'ici début décembre. Voilà, merci beaucoup. Merci Louis. Donc, je laisse la parole au porteur de cet axe, à l'inventeur de cet axe. Francis, pour quelques mots de conclusion. Oui, l'inventeur de cet axe, il ne sait pas tellement plus que Nancy ce qu'il y avait derrière attachement populaire. Quand on a lancé ce mot, on se lançait un peu dans l'inconnu, puisqu'à Rail et Histoire, habituellement, on s'occupe de choses un peu matérielles. Alors, quand on dit attachement populaire, on remplit une salle. Plus tous ceux qui sont en ligne, donc je me dis qu'il y a probablement quelque chose à poursuivre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on dispose de vos adresses électroniques. Je pense que ce qu'on va faire maintenant, ce n'est pas vous laisser tomber. On va communiquer avec vous pour vous dire comment on envisage la suite. Alors, vous avez vu déjà un exemple de suite par un séminaire, cette fois avec une dimension scientifique plus affirmée qu'aujourd'hui, encore une fois. Et donc, on va essayer de voir comment on peut, avec certains d'entre vous qui souhaitent continuer de s'impliquer dans cette affaire, comment on peut mettre en place un certain nombre de questions, des questions de type scientifique qui vont nous rapprocher de l'attachement populaire, de la notion d'attachement populaire au chemin de fer. On a vu aujourd'hui qu'on pouvait balayer beaucoup de dimensions, de domaines extrêmement différents. Vous l'avez rappelé à l'instant avec les quelques anecdotes que vous nous avez dites, monsieur. Bon, donc ce n'est qu'un début, comme je vous le disais, c'est la première case de cette entreprise qu'on a engagée à Rail et Histoire. Donc je voulais vous remercier de votre présence aujourd'hui, ainsi qu'à toutes les personnes qui sont en ligne. Et puis, voilà, j'espère qu'on pourra nouer un dialogue entre nous par les moyens numériques. J'imagine que c'est une chose qu'on pourra faire par l'intermédiaire, évidemment, de Rail et Histoire. Voilà. Dès qu'on aura pu communiquer avec vous, on vous donnera aussi le moyen, vous, de communiquer avec nous et éventuellement de créer une sorte de lien, cette fois, entre nous, pour poursuivre ces réflexions, parce que j'ai bien vu que dès qu'on met le doigt dans un tout petit engrenage, de tout petit diamètre, en fait, tout le monde se met à vouloir en parler. Donc, c'est bien à ça que servira, je pense, ce lien numérique qu'on aura entre nous. Et puis, je pense qu'on pourra organiser, sous peu, peut-être dans quelques mois à peine, organiser cette fois une vraie journée de colloque avec une dimension scientifique qui n'était, encore une fois, pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisions connaissance et de mon côté, pour Rail et Histoire et pour toute l'équipe de Rail et Histoire, je suis relativement satisfait de cet après-midi, malgré toutes ces choses un peu brumeuses qui ont été évoquées et que nous allons avoir à décrypter maintenant. Je regarde un peu Antoine et un peu Nancy qui vont s'occuper de ça. Je pense qu'on pourra vous livrer sous peu une sorte de compte-rendu avec un peu de recul sur ce qui s'est passé cet après-midi pour vous proposer d'y réagir. Voilà, merci beaucoup. Alors, votre dose de cholestérol pour aujourd'hui, ça n'est pas terminé puisqu'il y a un petit buffet pour finir. Nous allons pouvoir continuer à converser entre nous. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée.